Mais nous pensons que le code fixe et sécurise les rapports dans un cadre égalitaire comme les rapports de droit privé. Par contre, le droit administratif ayant comme essence l'inégalité, l'administration intervenant dans la confection de ces codes, parce que certains codes ont des dispositions réglementaires, l'administration fait donc le code, ou alors l'administration, par le phénomène du fait majoritaire, fait faire le code, de sorte que dans ce rapport inégalitaire, l'administration ne va pas faire un texte qui va desservir cette administration. À partir de cette analyse, on peut donc également voir que le juge administratif devrait être le rempart dans un contexte libéral, mais que le juge administratif est soigneusement évité à travers cette tendance à la codification. L'invasion de la codification ici concerne divers secteurs. Si on parle du droit administratif, vous voyez le secteur des biens, de manualité publique, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, des libertés, de la circulation et même l'environnement. Il y a donc cette invasion des codes nécessaires pour fixer et sécuriser, mais quand même, c'est un danger parce qu'on diminue la sphère d'intervention du juge. Il faut dire en second lieu que nous avons une organisation administrative retenue, ici en référence à la justice retenue. On constate justement une tendance à la reprise et à la réplique des modèles d'organisation administrative occidentaux et en particulier le modèle français. Mais dans cette tendance, on donne ici et on reprend là. Et ça, c'est un élément également qui convoque cette logique de protection. Nous devons même prendre des réticences au processus de décentralisation territoriale. C'est un élément. On parlait tout à l'heure de la décentralisation territoriale au Congo-Brazzaville. Cette décentralisation est en réalité reprise dans la plupart des États africains. Et on constate effectivement cette création de collectivités locales. C'est un exemple parce que de Tocqueville indiquait que la décentralisation est le berceau de la démocratie. La décentralisation devrait donc être là où nous devons aller. Et nous essayons d'y aller, mais de quelle manière? Est-ce que les collectivités locales ont cette autonomie pour assurer et assumer leur destin? À l'analyse, nos ordonnancements juridiques révèlent qu'il y a un constat d'unité et d'individualité semblent menacés. Menacés à travers la quête de décentralisation qui coûte cher et les résistances existent. Au Cameroun, nous avons un principe, celui de la progressivité. La progressivité signifie ici aller lentement, mais sûrement dans la mise en place de la décentralisation. Aussi, les collectivités locales ont du mal à prendre corps et le transfert de compétences a du mal à se faire. Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant au Togo, ce qu'on appelle les délégations spéciales. Et dans ces délégations spéciales, on met sur pied la décentralisation, mais au lieu de permettre immédiatement l'élection des responsables locaux, on aura des délégations spéciales qui sont en réalité des autorités nommées. Le Cameroun et le Togo ne sont pas seuls dans cette tendance de dire la décentralisation, mais de ne pas véritablement faire la décentralisation. Aussi, monsieur le modérateur, en revenant au cas camerounais, il y a même la vision de la remise en question de l'état d'existence d'une collectivité territoriale décentralisée. Et en référence à la disposition que je viens de prendre pour parler des tribunaux administratifs, le président bénéficie encore des mêmes prérogatives parce qu'il a le pouvoir de décréter l'éclatement ou le regroupement des communes. Avec cela, il gère donc la carte des collectivités locales
et partant gère la décentralisation et fixe les limites géographiques, et ceci sans aucun contrôle ni du juge constitutionnel ni du juge administratif. La dualité de la tutelle pourrait également être évoquée, mais nous préférons simplement dire qu'ailleurs, on a parlé d'un contrôle qui est effectué par la tutelle, c'est-à-dire le représentant de l'État, mais au Cameroun, on en est encore à la tutelle. La tutelle ici qui s'effectue sur les actes qui sont pris par les collectivités territoriales décentralisées. Et cette tutelle peut amener le représentant de l'État à annuler. Or, le déféré préfectoral est privilégié parce que cela devrait être la voie pour véritablement protéger l'autonomie des collectivités territoriales décentralisées. Ça veut donc dire qu'il y a une mainmise de l'administration centrale sur la gestion de la décentralisation. Enfin, nous aurions parlé également des réticences à l'indépendance des autorités administratives indépendantes. Y a-t-il des autorités administratives indépendantes? Nous avons aimé des constitutions de certains États qui ont été parcourus. Et en lisant ces constitutions au Bénin, au Gabon, en Centrafrique et même au Togo, vous constaterez que le texte constitutionnel consacre l'existence d'autorités administratives indépendantes. Mais ces autorités administratives indépendantes sont presque toutes sous la tutelle ou sous la hiérarchie de l'administration centrale. Ce qui fait que la question d'indépendance se pose et qu'on ne peut plus dire que ce sont véritablement des autorités administratives indépendantes. Prenons un cas illustratif sénégalais pour conclure. Un cas illustratif sénégalais pour conclure. C'est le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Là-bas, ils ont essayé de se décrisper, ils ont donné 6 ans de mandat, tout en rappelant qu'en général, les autorités, les personnes en charge de ces autorités administratives indépendantes ont souvent des mandats courts, plus courts que le mandat de la personne qui les nomme. Et donc là-bas, on a mis 6 ans, ils sont même irrévocables, ils sont nommés par le président, mais ce conseil constate son impuissance face au déséquilibre persistant de l'information. Ça veut dire que quand bien même on dote les autorités administratives indépendantes d'une autonomie, cette autonomie ne s'accompagne pas de la puissance, parce que la puissance, Monsieur le Président, demeure l'affaire de l'administration centrale. Il y a donc cette réactivité, et la réactivité en question pourrait véritablement être la spécificité qui concerne non seulement les actes de l'administration, mais également les organes administratifs. Je vous remercie. Merci professeur Abané pour la synthèse sur la fin de la communication. Mais vous avez l'art de la synthèse, donc c'est parfait. Discuter d'éducation des cadres juridiques de l'action administrative dans un temps limité, c'est effectivement une gageure, mais peut-être qu'un certain nombre de questions, si vous êtes d'accord, peuvent prolonger le débat. Avant de laisser donc la parole à la salle, je veux vraiment remercier la discipline de mes collègues et amis ici sur le panel, parce que nous avons réussi à tenir, et je sais la difficulté que c'est quand on prépare un exposé, vu l'ampleur du sujet, donc merci infiniment, chers collègues, chers amis, pour cette discipline, ce qui nous permet de donner en quelques minutes la parole à la salle, qui est très nombreuse, donc nul doute qu'il y ait des questions. Donc je vous propose que l'on fonctionne, je parle sous le contrôle du professeur Abané, que l'on fonctionne sur la base d'une liste, au moins peut-être une première liste de 5 ou 6 questions, et puis en fonction du temps, parce que nous avons un deuxième panel pour cet après-midi, enfin après le déjeuner, qui est aussi véritablement dense. Donc en fonction, nous reprendrions peut-être une seconde liste, on va aviser. La consigne est la suivante, je vais vous demander vraiment, non pas forcément de proposer un commentaire, mais s'il vous plaît d'interroger les panélistes et de formaliser la question de manière le plus concise possible pour permettre une réponse en retour. Alors, y a-t-il des volontaires pour quelques questions, quelques éclairages supplémentaires? Je vous demandais peut-être de m'aider pour prendre la liste des noms et des personnes. Alors, monsieur, oui.
peut-être énoncer votre nom. Est-ce que vous pouvez vous prendre les noms en compte, s'il vous plaît? Oui. Énoncez votre nom et votre qualité, si je puis dire, qu'on sache qui vous êtes. Le micro est là. Ah, le micro est là. Vous avez le micro. Voilà. Allez-y, parlez fort, on va vous entendre quand même. Oui. Allez. On parle au fur et à mesure. Non, on va prendre la liste. Alors, vous avez le micro, alors allez-y, vous allez effectivement. Je peux bien m'inscrire sur la liste. Non, voilà, alors on va commencer par effectivement devant, je vous en prie, inscrivez-vous sur la liste et on passera aux étudiants après, on va remplir les micros au fur et à mesure. D'accord. Je m'appelle Adolphe Mingouassé, je suis professeur de droit privé. Alors, on fait reculer au fur et à mesure. On va prendre les noms en fait. Donc, chers collègues, monsieur. Oui, merci, cher professeur. Le nom, c'est Sambou Abdoulaye. Sambou Abdoulaye. Étudiant en Master 2. Parfait. C'est Louis Drago. Oui, c'est Louis Drago. Est-ce qu'il y a une quatrième demande de prise de parole? Sinon, on commence sur les trois premières. Je vois pas. Tout au fond, là, monsieur. Merci. Moi, c'est Akon et Pierre Louis, étudiant en Master 1, droit public. Parfait. Merci beaucoup. Chers collègues, je vous donne la parole. Bien, merci monsieur le modérateur de me passer la parole. En réalité, je voudrais d'abord me féliciter de la tenue de ce colloque. Là, je mets ma casquette de vice-recteur de cette université. La qualité d'intervenant et ensuite, peut-être faire une petite suggestion. Le thème, c'est les transformations contemporaines du droit public en Afrique. Peut-être suggérer que dans le cadre des actes qui pourraient être publiés, le concept même de transformation du droit soit clarifié. Parce que qui dit transformation du droit, pour parler simple, dit on passe d'un état à un autre, d'une forme à une autre, et peut-être dévoiler ou identifier les mécanismes ou les modalités de cette transformation. Je pense que ce serait intéressant si on prend le droit public en Afrique, qui n'est pas forcément le droit public africain du doyen Magloire. Parce que là, j'ai l'impression que la réponse à cette question, elle devait venir à la fin, pas au début. Dans ce sens que de mon point de vue, c'est lorsqu'on aura apporté ou bien décliné les transformations de ce droit en Afrique par rapport au modèle reçu. Parce qu'on vient bien de ce qu'il y a un modèle qui semble servir ici de base, le modèle français qui a été réceptionné, qui est soumis à des influences qui peuvent être idéologiques. La Constitution nationale est effectivement une variable importante qui a joué dans nos pays pour, on va dire, modifier, entre guillemets, le modèle initialement reçu. Alors, je suggérerais que les modalités de la transformation, peut-être qu'il y a un appel à d'autres papiers, les papiers qui élucident un peu ces modalités. Est-ce que le mécanisme, la dynamique, à la base de ces transformations, est-ce que c'est une dynamique interne? Est-ce que c'est à la fois une influence extérieure? Parce que là aussi, ce qu'il faut dire, c'est que dans nos facultés, lorsque nous enseignons, beaucoup de collègues encore font directement référence à la jurisprudence française, qui semble encore être une source pertinente pour un certain nombre d'entre nous. Est-ce que ces transformations-là, elles sont uniquement le fait d'une dynamique interne
qui permet donc à la fin éventuellement d'identifier un modèle qui se détacherait peu ou prou du modèle initial. C'est une suggestion, puisqu'on a la possibilité d'ouvrir à d'autres papiers, que ces aspects également soient mis en lumière, ce qui pourrait donc effectivement permettre de répondre clairement à la question de savoir si aujourd'hui on peut parler d'un droit public africain qui serait différent, par exemple, du droit public français ou du droit public anglais, ou alors est-ce qu'en termes de droit comparé, on peut dire là qu'il y a effectivement quelque chose qui a aujourd'hui accédé à la qualité d'un modèle spécifique, on pourrait dire le modèle français, le modèle africain. Voilà un peu les suggestions que je voulais faire tout simplement. Merci. Merci infiniment, monsieur le vice-recteur. Alors, finalement, effectivement, pour compléter avec une communication adaptée sur les modalités de la transformation, ce qui accompagnerait la substantialisation de la transformation, finalement, ce qui serait un préalable. Absolument. Merci pour votre éclairage et les panélistes vont répondre par la suite. La deuxième question, monsieur. Oui, merci, cher professeur. Ma préoccupation est triple. D'abord, à l'encontre du professeur Jean-Paul Marcus, je voudrais savoir, la prise en compte du système juridique qui caractérise l'ordre juridique camerounais peut-il être considéré comme un élément de spécificité du droit public au Cameroun? Ma deuxième préoccupation est en l'endroit de M. le doyen, le professeur Magloire Ondoa. Sachant que le droit public est un droit de l'État, voire un droit d'organisation et de fonctionnement des personnes morales publiques, je voudrais savoir si les entités ethniques et territoriales précoloniales étaient des personnes morales de droit public. Ensuite, la dernière question, à l'endroit du professeur Abani. Je voudrais savoir, les États africains étant situés entre le protectionnisme du cadre de l'action de l'administration et le libéralisme, pouvons-nous parler d'un libéralisme planifié du cadre de l'action administrative? Merci. Bien, merci pour cette triple question, monsieur, auquel les panélistes apporteront une réponse. Le professeur Ouedouard, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. J'aurai l'occasion de remercier le professeur Abani pour l'invitation. Je voudrais juste, à titre provocateur, susciter une certaine un échange sur la communication qu'il a fait en attendant de lire le papier. J'avoue que je suis un peu resté sur ma faim quant au contenu de la communication qui a été faite. Parce que parlant des spécificités de l'action administrative et prolongeant les observations qui ont été faites tout à l'heure par notre cher Primatis, pour moi, il me semblait que des exemples qui ont été pris, notamment concernant les autorités administratives indépendantes, aurait pu permettre de mettre en évidence un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place dans les systèmes africains pour essayer de renouveler l'action administrative. Quand je prends un exemple de ces autorités administratives indépendantes, je fais remarquer qu'avec les directives de 2004 et 2005 de mémoire, ont été mises en place dans l'espace mémoire des autorités de régulation des marchés publics, qui constitue un mécanisme qui n'existe pas en France, mais lequel mécanisme a permis aujourd'hui dans l'espace mémoire, en tout cas dans la plupart des États membres, de gagner de la transparence dans le cycle de gestion des marchés publics. Et pour moi, je pense que ce sont ces exemples-là qu'il fallait mettre en évidence pour essayer de voir comment ces organismes influencent l'action administrative en marge, je dirais, de tout ce qu'on a pu voir dans le processus français. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'évolution substantielle des autorités de régulation des marchés publics depuis 2005, on voit que ces institutions qui sont, je dirais, une originalité des pays africains ont connu une évolution, laquelle évolution aujourd'hui permet non seulement d'accélérer le processus d'exécution des budgets, parce que les marchés publics aussi procèdent de l'exécution de la dépense publique, mais comme je le disais,
disais, permettent aussi de gagner de la transparence même sur cette question qu'on a encore des besoins. Sur les autorités administratives indépendantes, moi je voudrais inviter le collègue à sortir peut-être des clichés qu'on a empruntés au droit français, c'est-à-dire, est-ce que véritablement on reste dans la logique, dans les débats, je dirais, doctrinaux qui ont été posés, repris par le Conseil d'État français, début de la loi sur le médiateur de la République en France et sur le défenseur des droits, la décision du Conseil d'État français de 1999. Est-ce qu'on reste dans cette logique-là en ne cherchant pas à approfondir le fonctionnement de ces mécanismes pour aller voir que des institutions, je dirais, administratives indépendantes dans le domaine des finances publiques? Je fais allusion au vérificateur au Mali, je fais allusion à l'autorité du contrôle supérieur des finances et de l'agriculture de la production burkina, qui, en dépit d'être des autorités administratives indépendantes, étant dans une ligne hiérarchique administrative, ont permis quand même de substituer la défaillance des juridictions de contrôle. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'espace purement, les véritables mécanismes d'avant-garde de la transparence des finances publiques sont ces autorités administratives indépendantes, c'est-à-dire qu'on fasse allusion aux vérificateurs ou qu'on fasse allusion aux autorités supérieures de contrôle de l'État, qui sont des mécanismes qui n'existent pas en droit français, mais qui aujourd'hui sont des gages, je dis bien, en substitution au bout des comptes, parce que, excepté quelques États comme le Mali, le Niger ou le Sénégal, dans l'espace purement, vous voyez bien que les juridictions du compte ne fonctionnent pas, mais que le relais a été pris de façon, je dirais, plus ou moins efficace par ces autorités administratives. Donc, on peut démultiplier les exemples pour montrer qu'il y a des mécanismes, je dirais, typiquement africains qui ont été mis en place, mais qui semblent montrer une certaine vitalité et qui contribuent à l'efficacité et donc qui sont spécificités par rapport au droit français. Je voudrais terminer en questionnant Madame Lecomte sur, je dirais, une question sociologique de l'accès des femmes à la fonction publique. J'ai été moi-même directeur de l'École nationale d'administration du Burkina. Il y a je dirais, une réalité sociologique. Je voudrais avoir l'expérience de la France. Cette réalité sociologique, c'est que nos dames qui sont les plus compétentes, des agrégés, des facultés de droit au cadre de l'administration, refusent volontairement d'accéder à certaines hautes responsabilités dans l'administration. Parce que moi, il m'a été donné l'occasion de faire des propositions à des instances assez importantes, de rédaction de la Constitution ou à l'appartenance à des deux juridictions. J'ai été saisi, j'ai fait la proposition à des femmes qui ont donné leur avis, des universitaires qui ont donné des avis favorables, la nomination par son conseil des ministres. Et puis ces femmes-là viennent pour dire, écoutez, bon, vous savez, j'ai ma famille, voilà, j'ai mon mari, etc. Donc, et moi je constate chez nous, je ne sais pas comment c'est le mettre ailleurs, que de plus en plus, les femmes qui sont les plus compétentes ont du mal à accepter volontairement d'accéder à vos fonctions publiques. Moi je voudrais savoir quelle est la dynamique de cette approche-là pour le français. Voilà, je voudrais vous le faire. Merci pour ces questions et observations. Et la dernière question revenait à monsieur, voilà, au fond. Allez-y, vous avez la parole. Merci. Ma question s'adresse à deux intervenants. D'abord, à monsieur le professeur Jean-Paul Marcus. Ensuite, à monsieur le professeur Abane Ngolo. Monsieur le professeur Marcus, vu vos évaluations sur le modèle du droit public africain, j'aimerais savoir, monsieur le professeur, quel modèle pouvez-vous attribuer hic et non au droit public africain? Par la suite, au professeur Abane Ngolo. Monsieur le professeur, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Monsieur le professeur Abane, j'aimerais savoir, au vu des causes mentionnées, voire suivisées, du processus de décentralisation
Et je reprends vos propos. Le processus, la désacralisation au Cameroun est un processus qui va non seulement lentement, mais sûrement. Monsieur le professeur, ne pouvez-vous pas, en tant que juriste, trouver quelques mesures urgentes à notre processus de désacralisation au Cameroun? Merci. Bien, merci monsieur. Ce sont deux questions qui pourraient faire l'objet de deux colloques distincts. Merci de les avoir posées. Je pense qu'on va avoir des éléments de réponse de la part de mes collègues. Alors, chers collègues, je donne la parole. Plusieurs questions, une série de questions et observations ont été formulées. En 5 minutes, si vous pouvez essayer de synthétiser quelques éléments de réponse. Monsieur le doyen, on va reprendre l'ordre des interventions. Monsieur le doyen, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Il m'a été posé une question. La question de savoir si les entités ethniques et territoriales étaient des personnes morales de droit public. Évidemment, avant l'occidentalisation du droit. Je réponds tout de suite non. Ces entités, la notion de personnalité juridique est une notion qui est fortement ancrée dans le droit public occidental. Et donc, avant, il n'était pas possible de parler de personnalité morale s'agissant des entités ethniques. Et cela est essentiel parce que même déjà, lorsqu'on parlait des rois Bel, Akwa, Guéno, au moment de la signature du fameux traité Germano-Douala, on oublie souvent que le roi Bel n'était qu'en fait un chef de village. Un chef de village qui avait d'ailleurs sous son autorité à peine 600 personnes. Le roi Bel, c'était la même chose. Bel, ça correspondait, je veux dire, Akwa, ça correspondait à la partie centrale du quartier Akwa. Aujourd'hui, à Douala, Bel, c'était un petit peu le plateau de Jos, avant Nouvelle, avec Polo. Donc, il n'y avait pas de personnalité morale. La notion de personnalité morale, s'agissant des entités ethniques et territoriales, est introduite au Cameroun à partir de 1941, lorsqu'est créée la toute première commune du Cameroun, à savoir les communes de Yaoundé et de Douala. Encore, s'agissait-il d'une conception assez particulière de la personnalité morale, parce que celle-ci n'entraînait pas les attributs de la personnalité juridique telle qu'on les connaît aujourd'hui, à savoir l'autonomie financière, à savoir le droit d'esprit en justice, et ainsi de suite, ou alors selon la conception de Omiou d'un centre d'intérêt juridiquement protégé. La commune à l'époque ne l'était pas et ne pouvait donc pas disposer de la personnalité morale, même si celle-ci était, j'allais dire, un peu insinuée dans les textes. Donc cette notion existe en 1941 seulement. C'est avec le développement du droit occidental chez nous qu'elle va prendre de l'ampleur. Voilà ce que je veux dire, monsieur le modérateur. Je n'ai pas utilisé mes 5 minutes. Merci, monsieur le doyen. Ça fait partie de la mutation des cadres du colloque. Transformation. Alors, les 5 minutes ne sont pas utilisées, mais ne sont pas pour autant transférables aux autres intervenants. Chers collègues. Qualifier pour répondre aux questions qui ont l'air de converger. Si j'ai bien compris, quelle est la spécificité du modèle camerounais, je suis pas sûr que je sois mieux placé, et quel serait le modèle. Et là, je rédige, même si mon propos, quand on essaie d'avoir un propos comme là, effectivement, on apparaît un peu comme donneur de leçons, et si c'était le cas, je m'en suis désolé. Mais d'où vient mon propos? En fait, je suis de plus en plus désabusé par rapport au système uniformisé à la française, un système qui apparaît à bien des écarts comme assez progressant à pas mal de gens. Et du coup, on peut imaginer, et ça se fait dans d'autres pays, on peut imaginer qu'à l'intérieur d'une, allez, employons les grands mots, à l'intérieur d'une superstructure administrative qui reste une superstructure unitaire, on peut imaginer une infrastructure
juridique, une infrastructure administrative qui elle, peut tout à fait se diversifier, peut tout à fait être plurale, d'où ce terme de polycentrisme que j'utilisais, et qui fait ses preuves dans d'autres pays. Prenez la Russie, par exemple, qui est sur le plan ethnique terriblement diversifié et qui laisse de la place aux langues locales, qui laisse de la place aux traditions peut-être pas, mais qui laisse de la place à pas mal d'éléments locaux, évidemment, sous une superstructure de droit russe, mais non plus soviétique. Et donc, voilà, c'est un peu en réaction à ce modèle français qui lui-même, d'ailleurs, quelque part, tend sur un certain égard à imploser, ne serait-ce que le principe d'égalité en droit administratif, qui est conçu de façon assez stricte. Ce principe d'égalité est remis en cause au niveau de l'Union européenne, au sens où, lorsqu'il existe des différentes situations au niveau européen, la Cour de justice oblige les États à traiter les situations différentes de façon différente. Ce qui n'est pas le cas, vous le savez bien, en droit administratif français. Donc ce modèle, c'est un modèle très bien, mais il en existe d'autres, c'était tout ce que je voulais dire et je n'avais pas la prétention de faire plus que ça. Merci infiniment. Chers collègues, vous avez une question du professeur Céline Alexandrou, qui était une question d'observation à laquelle vous souhaitez apporter un élément de Une question d'observation. Céline, est-ce que vous pouvez juste synthétiser, mais vraiment synthétiser au sens premier du terme, votre question pour le professeur Lecomte? Reprendre la question à la synthétiser. Je voulais savoir, est-ce qu'en France se développe la réticence des femmes à occuper certaines responsabilités administratives? L'assistance a existé. Ça a été une véritable conquête au sens étymologique du terme, pour que les femmes accèdent à des emplois d'exécution, à des emplois de direction, excusez-moi, et non plus simplement à des emplois subalternes d'exécution, d'exécution, basse, bête. Et il a fallu un siècle et demi, un peu plus. Alors, il y a une question que je n'ai pas pu aborder faute de temps, parce qu'il m'assurait que je n'ai pas mis de temps pendant un quart d'heure. On peut se poser la question de savoir si le double combat que certaines femmes ont mené depuis la Révolution pour accéder aux emplois publics de l'administration n'a pas été parallèle de deux autres questions. La première, leur statut juridique de droit privé, et la seconde, leur reconnaissance en tant que citoyenne capable de voter. C'est une question qui peut faire l'objet d'un débat. Car il y a eu des paroles, il y a eu des prises de parole, il y a eu de très beaux discours, mais la réalité, c'était quand même la femme cantonnée dans des besognes, je l'ai dit tout à l'heure, de bas niveau, et la femme vers au foyer. Donc c'est toute une révolution qui se place, je crois, aussi dans notre révolution, dans notre évolution économique, dans la révolution industrielle et dans la révolution des pensées. Peut-être beaucoup plus que dans la succession des régimes politiques qui sont passés des restaurations, enfin de l'Empire, des restaurations du Second Empire, de la Troisième République. Les chemins sont parallèles. Et, dernier point, n'avait-on pas un urgentissime besoin des femmes, pas seulement au moment des deux guerres, alors que les hommes étaient au front, mais n'avait-on pas un urgent besoin des femmes en tant que responsables de services à la préfecture, dans les communes, dans les ministères, pour combler les vides, car il n'y avait peut-être pas suffisamment de candidats. Alors je vous renvoie aux employés de Bazar, c'est un très bel ouvrage. Je vous renvoie aux discours qui ont été prononcés lors de la création du projet d'école d'administration de 1848. Je vous renvoie aussi aux documents d'études, j'ai cité des juristes contemporains, aux documents d'études qui ont entrebâillé timidement certaines carrières qui devraient être accessibles aux femmes.
J'ai parlé d'administration, j'aurais peut-être dû parler des professeurs de médecine. Quelle est la proportion?